Twitter. Parfait, merci. Donc, je sais que Lydia est à l'aise avec. De toute façon, Lydia est une star. Lydia, je suis vraiment heureux de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre du cours de méthodologie. Donc, je vous donne carte blanche. Donc, pourquoi je dis vous? C'est vrai, Lydia est une grande dame, mais je vais te tutoyer tout au long de cet échange, de cet entretien, appelle ça comme vous voulez, de ce que vous allez faire. Donc, je vous donne carte blanche et puis, si vous avez besoin de moi, je suis là. Donc, commencez par vous présenter. On ne présente pas une grande dame comme ça, donc on n'a pas le droit. Donc, c'est qui, Lydia? Bonjour à tous. Bon, là déjà, je suis très intimidée et que vous voyez. Lydia, bon, le nom complet, c'est Lydia Exantus. Je suis une ancienne étudiante de la faculté d'ethnologie. J'ai choisi de m'introduire ainsi. Et là, maintenant, je fais un master en études sur le genre à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales à Paris. Et durant mon parcours à la faculté d'ethnologie, j'ai fait ma licence dans le département de psychologie. Et là, maintenant, je poursuis mon master en études sur le genre pour un parcours sociologie. Et j'ai une licence en sciences infirmières. J'ai travaillé pendant au moins une année comme infirmière dans des hôpitaux d'Haïti, pour ne pas dire de Port-au-Prince, parce que c'était un peu partout. Et j'ai enseigné pendant 2 ans ou 3 ans en Haïti dans des écoles d'infirmières et dans une université, c'était l'université Saint-François d'Assise, et à la faculté d'agronomie, j'ai enseigné l'introduction à la psychologie et j'ai enseigné également la méthodologie pour des étudiantes en sciences infirmières. Et aussi, j'ai travaillé un peu comme animatrice de jeunes scouts. C'était un peu ça mon parcours. Et en gros, je peux dire que voilà, maintenant, je poursuis mes recherches en études sur le genre et je m'intéresse spécifiquement au rap, à l'identité et au genre comme thématique de travail. Parfait, Lydia, parfait. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais partager avec nous? Bon, aujourd'hui, je voudrais un peu revenir sur mon parcours à la faculté d'ethnologie et mes travaux de recherche. Bon, comme là, je suis tombée sur cette discussion sur la méthodologie. Je peux dire que ça tombe un peu bien. Oui. Comme ça, je pourrais dire à des étudiants de ne pas totalement se décourager parce que ce n'est pas, de mon époque non plus, il n'y avait pas vraiment des cours de méthodologie vraiment qui t'enseignent la pratique de la méthodologie. Donc, tu connais les théories, tu rabâches des choses, mais vraiment la méthodologie, j'ai appris vraiment ce que c'est avec mon travail de mémoire. Donc, et ce travail de mémoire un peu, c'était quoi? Comme je le disais tantôt, j'ai fait ma licence en psychologie. Donc, comme vous, j'ai été étudiante de Sandy Larose. Il a enseigné pour moi en deuxième année de psychologie. J'ai eu un cours de psychologie cognitive avec lui. Ça a été parfait. Je pense que c'est à partir de ce cours que j'ai vraiment fait mes débuts en écriture scientifique parce que à travers ces cours, il nous exigeait tout le temps à faire des travaux, à produire des textes de plusieurs pages, d'une dizaine ou de quinzaine de pages au minimum, à faire des résumés de textes scientifiques qui étaient assez compliqués à l'époque. Donc,
les débuts, c'était un peu avec ça durant ces cours. Et également, il y avait eu le cours de psychologie sociale en deuxième session. Et de là, j'ai appris vraiment à découvrir une autre facette de la psychologie qui est autre chose que la psychologie clinique. Et de là étant, je me suis dit que pour mon travail de sortie à la faculté, je voulais faire quelque chose qui soit différent de ce que font les étudiants tous les ans, comme étudier et comment les élèves s'appliquent à l'école, tout ce qui a à voir avec l'éducation, à la psychologie clinique. Moi, je voulais faire quelque chose de différent. Donc, je me suis intéressée dans un premier temps à un sujet qui se basait un peu sur la sexualité. Et là, j'ai contacté le professeur Larose. Ben, il m'a envoyé sa liste de thématiques, les thématiques sur lesquelles il pouvait m'accompagner. Et dans sa liste de thématiques, il y avait l'identité qui m'intéressait beaucoup aussi comme thématique à l'époque. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose qui a à voir non seulement avec quelque chose qui sort un peu du cadre de l'université, quelque chose que quelqu'un ne va pas penser du coup qu'une étudiante en psychologie va faire comme travail. Je me suis dit, ben, je vais me lancer sur le rap et l'identité. Et voilà, et là, j'ai un peu appris, c'est avec Sandy aussi que j'ai appris à construire mon objet de recherche, que j'ai appris ce que c'est que vraiment la méthodologie. Donc, c'était un début, c'était mes premières recherches, donc ce travail de recherche en licence, pardon, qui porte sur le rap à l'université. Donc, ce qui m'intéressait à cette époque, c'était de comprendre comment est-ce que ce genre musical a intégré l'espace universitaire. Comment est-ce que les jeunes universitaires ont utilisé cet outil pour faire passer leurs émotions, faire passer des revendications et pour également dire ce qui se passe à l'université. Donc, dénoncer ce qui ne leur plaisait pas à la fois à l'université et également dans la société haïtienne. Et à travers cette recherche, j'ai essayé de comprendre comment des jeunes universitaires qui sont issus de quartiers qu'on appelle des quartiers marginaux, les quartiers populaires, qui sont mis en marge de la société, et ces jeunes qui sont considérés comme marginaux par le fait qu'ils fréquentent des quartiers populaires. Et ils pratiquent un art à première vue marginal, qui est le hip-hop. Donc, c'était un genre musical qui n'était pas trop bien vu dans la société haïtienne parce qu'à l'époque où le rap a fait ses débuts en Haïti, il était considéré comme quelque chose d'inapproprié aux mœurs de la société. Donc, les personnes qui pratiquaient cet art étaient considérées comme soit des bandits, des voleurs ou toute autre chose. Et de là, c'était un art qui a été discrédité par les médias et d'autres instances. Et les discours prônés par les médias disaient que le rap était une forme de musique qui engendre la violence. Donc, j'ai regardé l'université comme un espace de savoir, comme espace de construction identitaire également, qui forme des individus qu'on peut appeler en quelque sorte l'élite du pays. Et les jeunes qui fréquentent ces espaces-là, qui sont dans un sens, je dirais des jeunes qui sont appelés à devenir les élites intellectuelles du pays. Et ces jeunes-là, en même temps, ils fréquentent un autre espace qui sont les quartiers populaires, qui sont considérés à la marge de la société, comme je disais, donc qui sont entre autres des espaces de construction tout à fait différents. Là, je me suis demandé comment est-ce que ces jeunes qui sont à la fois universitaires, artistes et issus de la classe populaire arrivent à construire leur identité dans un contexte pareil. Étant donné que j'étais dans un département de psychologie, donc il a fallu quelque chose qui va avec la psychologie. Donc, l'identité comme thématique, ça marchait beaucoup avec la psychologie. Et le fait de s'intéresser à des individus qui fréquentent des groupes et de voir comment est-ce que ces individus
ils évoluent au sein de ces groupes et de s'intéresser aux interactions des individus à travers un groupe et de voir comment est-ce qu'ils évoluent dans un espace qu'on peut dire que c'est un espace de construction. Donc, pas l'espace en termes d'espace physique, mais l'espace en termes de représentation. Là, je me suis dit que mon travail, je peux très bien le situer dans le cadre de la psychologie sociale. Donc, j'ai mené cette recherche pendant ma dernière année de licence. Il faut aussi que je vous dise que j'ai intégré la faculté d'ethnologie en 2014 et j'ai fait la soutenance de mon mémoire en février 2021. Ben, comme tout le monde le sait, les réalités de la faculté, en fait, de l'Université d'État d'Haïti en général et les problèmes du pays et tout ça. Donc, ça a fallu que lorsqu'on vient à la faculté pour une licence de 4 ans, on peut passer 7 ans, 8 ans et même plus si on ne se dit pas que, bon, voilà, il faut le faire, il faut le faire. Et le rapport aujourd'hui avec mes recherches aujourd'hui. Donc, de cette recherche-là, j'ai eu des résultats qui ont montré que l'université, comme espace de construction, apporte quelque chose de différent à cet art que pratiquent ces jeunes. Donc, l'université leur apporte des outils méthodologiques et aussi des outils pratiques pour appréhender de manière différente le rap et pas comme tous les autres rappeurs de la société, mais ce qu'ils sont à l'université, l'universitaire qu'ils sont, ils le transmettent dans l'art qu'ils pratiquent. Donc, dans ce qu'on appelle le rap comme genre musical. Et le rap aussi, c'est de la poésie en quelque sorte. Un artiste qui est rappeur, c'est aussi un poète. Donc, tout ça s'apprend aussi à l'université. Donc, le fait que ces jeunes pratiquent un art et qu'ils fréquentent un espace universitaire, ça a apporté quelque chose de nouveau à leur art, à l'art qu'ils pratiquent. Donc, ils ont les outils à la fois méthodologiques et aussi théoriques pour pouvoir dénoncer les inégalités à l'université et aussi au sein de la société haïtienne. Et de cette recherche, l'une des limites de cette recherche, de ce travail de recherche, c'est que, ah oui, la photo, et de ce travail de recherche aussi avec Santi Larose, on a pu publier un ouvrage qui s'intitule Rap, identité et université, donc qui à la fois présente les travaux de recherche que j'ai effectués en licence et aussi les travaux de recherche que Sandy Larose a fait pendant toutes ces années, soit depuis sa licence à la faculté d'ethnologie, son travail de master qui a aussi porté sur le rap et son travail de thèse. Donc, c'est tout un ensemble de travaux qui a rapport au rap et à l'identité que nous avons publié dans cet ouvrage. Comme je le disais, l'une des limites de ce travail de recherche, c'est que j'ai pu remarquer qu'il n'y a pas eu beaucoup de femmes qui ont participé à cette recherche. Donc, je n'ai pas pu faire une comparaison entre ce que produisent les rappeurs et les rappeuses à l'université. Et également, j'ai pu remarquer qu'il y a des femmes qui fréquentent l'université et aussi il y a des rappeuses au sein de l'université. Donc, ça a un peu piqué ma curiosité sur ce que font les femmes et ce qu'elles représentent dans l'espace culturel haïtien et spécifiquement dans le domaine du rap haïtien. De là, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de comprendre ce qui se passe derrière tout ça? Est-ce que les femmes ne sont pas vraiment présentes sur la scène
ou est-ce que les femmes sont invisibilisées par le fait que le rap est toujours perçu comme quelque chose qui appartient aux hommes ou comme un espace, je dirais, masculin. Donc, de là étant, je me suis dit que je vais m'intéresser aux femmes dans le rap et j'ai essayé de lancer un autre, un autre avis pour recenser des femmes rappeuses, que ce soit à l'université ou non, pour commencer ou ouvrir d'autres pistes de réflexion sur la présence des femmes dans le rap haïtien. Et de ma soutenance à la faculté d'ethnologie de février 2021. De là étant, je suis partie, j'ai commencé à rédiger un document et de ce document-là, j'ai pu, à partir de ça, j'ai pu rencontrer des rappeuses et j'ai pu produire un document. C'est un article qui a été publié dans une revue scientifique qui s'appelle Temporalité et société. Et le titre de cet article, c'était Se construire en tant que femme dans le rap haïtien. Donc, je suis un peu partie de la limite de mes travaux de recherche en licence pour pouvoir m'intéresser à d'autres pistes, mais en m'intéressant toujours au rap et à l'identité. Et là, maintenant, j'ai pu, avec les débuts de ces travaux, postuler au master en études sur le genre à l'EHESS et avec ce projet de recherche, un projet de recherche qui essaie de comprendre comment est-ce que les femmes, elles arrivent à se construire sur le plan identitaire dans un monde totalement machiste. Et comment est-ce que essayer également de comprendre la division sexuelle du travail au sein du rap haïtien comme domaine musical. Et de là, mon projet a été accepté à l'EHESS et j'ai intégré l'EHESS en octobre 2021 où j'ai commencé des recherches sur la construction identitaire des femmes dans le rap haïtien, sur la direction du professeur Esteban Bou, qui est très passionné de la musique et de tout ce qui va avec la sociologie et tout. Et maintenant, j'essaie d'analyser et de comprendre comment est-ce que les femmes comme sujet politique et comme à la fois actrice et aussi à la fois, je dirais, spectatrice également. Comment est-ce que ces femmes, elles arrivent à se construire dans un milieu qui est jugé un milieu pour les hommes? Donc, j'ai conduit des entretiens avec des rappeuses. J'ai aussi, dans ma première année de master, analyser des textes de chansons des rappeuses pour pouvoir faire une comparaison entre le discours de ces femmes-là, ce qu'elles disent dans les chansons et ce que moi, elles me disent durant les moments de nos entretiens pour pouvoir en faire une comparaison et voir vraiment sur quoi est-ce que se base le discours de la femme rappeuse. Donc, les analyses de chansons ont montré des résultats partiels qui montrent que les femmes, dans le rap, elles utilisent le même discours qu'utilisent les hommes, un discours que l'on pourrait qualifier de misogyne, de sexiste, et pour produire leur rap à elles. Et les analyses que j'ai fait à partir de ces contenus de textes, de chansons, et également à travers les entretiens que j'ai eus avec ces artistes, m'ont permis de comprendre que les femmes, elles utilisent certes le discours, mais je comprends que cette utilisation du discours, ce n'est pas pour pérenniser le discours négatif que l'homme, en tant que
hommes rappeurs sexistes et machistes sur la femme, mais c'est en quelque sorte utiliser ce discours dans un contexte de réappropriation du discours où je dirais même c'est une sorte de... c'est une sorte de renversement de la domination masculine dans le rap, parce que là, les femmes, elles ont investi le milieu, elles ont investi la scène du rap haïtien et on dit, ben voilà ce que les hommes, ils font, nous aussi, on peut le faire et on peut le faire mieux. Et on le fait également avec les mêmes discours. Les mêmes discours qu'ils ont utilisés pour nous dénigrer, pour rabaisser la femme, pour montrer que la femme, elle est inférieure par rapport à l'homme ou c'est l'homme qui a le pouvoir sur le corps de la femme. Nous aussi, on détient ce discours, mais ce discours, on l'utilise à notre faveur. Et il y a de ces femmes qui, dans leurs chansons, qui réclament, je dirais, une sorte de liberté sexuelle et qui parlent de leur corps et qui parlent des tabous de la société en toute liberté et sans aucun, je dirais, sans aucun tabou sur des choses qui sont de la société, des choses, on pourrait dire, qui sont soit jugées immorales, soit par rapport à la religion ou à autre chose. Donc, ces femmes-là, elles ont utilisé ce discours pour dire les choses ou mettre sur la table et dire aussi que elles ont le pouvoir sur leur corps et voilà ce qu'elles peuvent faire. Et elles aussi, elles peuvent avoir le pouvoir comme les hommes, ce que font les hommes, on peut le faire aussi. Donc, l'homme, il peut avoir beaucoup d'argent, il peut être le roi du ghetto et tout. Nous aussi, les femmes, on peut le faire parce que nous aussi, on est issus du ghetto. Nous aussi, on connaît les codes. On peut les réutiliser en notre faveur. Donc, en gros, mes recherches pour l'instant, c'est un peu ça. Et j'avance là-dessus. J'ai eu des entretiens avec les artistes. J'ai aussi analysé les textes de chansons de ces artistes-là. Et également, j'ai un peu fouillé dans les archives pour voir à l'époque où le rap a fait ses apparitions en Haïti avec Master G et puis tous les autres pionniers du rap haïtien. Qu'est-ce que les médias disaient des femmes à l'époque et d'essayer de voir s'il n'y a pas eu une sorte d'invisibilisation de la femme depuis l'apparition du rap en Haïti. Il y a une chose qui a attiré mon attention là-dessus, c'est que tout le monde connaît Master G, mais il y a très, très, très peu de gens qui connaissent Sylvie Dark, par exemple, qui est la première femme rappeuse. Et c'est une femme qui a été sur le premier hit de Master G, qui est Vacances. Elle est dessus, mais personne ne l'a remarqué. Et jusqu'à présent, tout le monde peut parler de Master G comme le pionnier, comme le premier rappeur, mais personne ne parle jamais de la première rappeuse. Et toutes les femmes de cette époque qui ont suivi Sylvie Dark, qui sont venues après, il n'y a pas vraiment de gens qui en parlent. Il y en a beaucoup, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle à cette époque une sorte de répression de la parole chez les femmes aussi. Parce que les femmes, pour évoluer sur la scène du rap haïtien, il fallait qu'elles soient accompagnées de rappeurs ou qu'elles fassent partie d'un groupe de rap. Donc, c'était difficile pour les femmes de se produire, de produire des chansons individuelles et de dire réellement ce qu'elles pensent. Donc, il y a eu une sorte de liberté de la parole de la femme, je dirais, avec la décision ou les débuts, je dirais, de Princesse Eudes comme une rappeuse qui a décidé au moment où elle a fait son apparition et boum, elle a fait son solo. Et il y a toute une vague de femmes qui ont décidé de la suivre. Et de là, à partir de là, les femmes ne sont plus obligées soit d'être accompagnées d'un homme ou de faire partie d'un groupe de rap pour faire leur travail en tant qu'artiste. Donc, c'est tout un parcours de la femme que j'essaie de voir et de comprendre
d'analyser le discours de ces femmes et de comprendre dans quelle mesure est-ce que ces femmes-là, elles utilisent ce discours soit pour défendre les inégalités sociales que subissent les femmes dans la société, les discriminations dont sont victimes les femmes de la société. Comment aussi est-ce qu'elles utilisent ce discours-là pour faire passer des émotions et montrer que la femme n'est pas obligée d'être dans une logique de dépendance et de soumission par rapport aux hommes, et pour montrer que le corps de la femme également comme objet n'est pas obligé d'être un objet qui représente que, ben voilà, c'est un objet distrayant, parce que la femme, elle est toujours considérée dans un sens comme objet sexuel, mais ce n'est pas un objet distrayant pour distraire, mais que la femme, elle a le pouvoir également sur son corps et elle peut dire ce qu'elle pense aussi des choses de la société. Elle peut parler, elle peut défendre les inégalités tout comme le font les hommes et prendre position sur des sujets qu'elle juge importants dans la société. Donc, en gros, c'est ce que touche ma recherche. Je m'intéresse beaucoup à ce que font les femmes et j'espère que les résultats de cette recherche vont vraiment aider à comprendre comment ce serait possible d'avoir une émancipation totale des femmes dans la société haïtienne. Donc, pour l'instant, c'est ça. Et perspective d'avenir pour les recherches à venir. Et je pense que je pourrais essayer de voir ce que je n'ai pas pu faire en licence, c'est essayer de comparer le discours de ces femmes-là par rapport au discours de ces hommes et comment est-ce qu'ils sont perçus par les personnes qui reçoivent ou les personnes qui consomment ces types de musique dans la société haïtienne. Et pour l'instant, pour mon travail de recherche, les thématiques qui m'intéressent vraiment, c'est le pouvoir, c'est le genre et la sexualité, la féminité, et c'est aussi la question de la classe sociale dans le rap haïtien. Ben, voilà, c'est un peu tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous avez des questions ou des commentaires, je suis disponible. Merci beaucoup, Lydia, pour cet exposé. Donc, je pense que moi, je suis édifié, je ne sais pas pour les autres. Je pense qu'elles sont aussi édifiées. Donc, maintenant, c'est le temps de poser des questions. Si vous avez des questions ou des commentaires, parce que Lydia, moi, j'estime que Lydia est, comment je peux dire ça, c'est un modèle. C'est un modèle, c'est un spécimen rare et une femme qui s'est construite dans un contexte difficile en Haïti comme ça. Maintenant, elle est aujourd'hui en France, elle fait une maîtrise dans l'une des plus grandes écoles, l'une des plus grandes écoles en Europe. C'est l'école des hautes études en sciences sociales. Donc, moi, j'ai suivi le parcours de Lydia. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de patience, qui sait travailler. Donc, bon, moi-même, quand j'ai été son directeur de mémoire, donc, écoute, c'est tout un exercice. Écoute, une problématique, on peut la faire 15 fois, 20 fois, pourquoi pas. Mais on est toujours, en fait, on est toujours là-dedans. On a toujours envie de faire ou faire parce que en fait, les travaux intellectuels, c'est des travaux qui méritent beaucoup de patience, qui méritent aussi qu'on les travaille, qu'on les retravaille. Lydia est très bonne, très bonne là-dedans. Donc, moi et Lydia, on a beaucoup de projets, d'accord? On a un livre qui sortira, je dirais, cette année ensemble. C'est d'autres recherches qu'on a fait et puis on va les partager avec le public. Donc, Lydia, c'est une intellectuelle, un modèle à suivre.
Donc, moi, je vous invite, pourquoi pas, à prendre en fait, les jeunes filles ici, là. Donc, écoute, à prendre Lydia comme modèle. Vous aussi, les hommes aussi, des jeunes hommes, des jeunes garçons aussi, on peut prendre Lydia comme modèle, parce que le contexte d'études en Haïti, moi, je le dis toujours, est difficile. C'est pour ça que quand on trouve des gens qui sont intéressés, des gens qui s'y mettent là-dedans, moi, je les épaule. Donc, pour qu'ils aillent plus loin, plus loin. Donc, c'est le cas de Lydia, qui fait une maîtrise aujourd'hui, qui a été mon étudiante. C'est le cas de Ginette Rancélus-Sanon, en fait, avec qui j'ai écrit aussi un ouvrage sur famille d'identité. Et puis, maintenant, qui fait un doctorat à l'Université Laval. Donc, et puis, on a d'autres étudiants en fait, qui poursuivent leur étude de maîtrise, par exemple. Je crois Peterson Nonsan, aujourd'hui, il fait son étude de maîtrise. Puis, Francky, d'accord, en fait, je l'avais invité dernièrement dans le cours aussi. Donc, c'est ça. Bon, Lydia a beaucoup de projets de recherche personnelle. Donc, Lydia pourquoi elle est devenue une experte en méthodologie. Donc, elle a beaucoup appris, elle a beaucoup grandi aussi. Donc, moi, je pense que c'est pour ça, moi, j'ai invité Lydia, en fait, dans ce cours pour une raison spécifique. J'ai invité Lydia pour que que vous puissiez, pour que vous ne compreniez pas que c'est quelque chose de difficile, bon, ou du moins, même si c'est difficile, vous pouvez y arriver. C'est-à-dire, on peut passer cette tempête et réussir sa vie académique. Donc, c'est vrai que c'est difficile. On étudie dans un contexte avec très peu de ressources. En plus de ça, on a une faculté qui ne fonctionne pas, d'accord? Donc, mais malgré tout, on ne peut pas abandonner. Il faut qu'on avance, il faut qu'on continue. Donc, il faut trouver, moi, je crois qu'il faut trouver des modèles en qui, en fait, moi, en fait, j'invite pas des professeurs, en fait, quand je dis professeur, je disais professeur, mais je veux dire, j'invite pas des seniors. Dans le cours, la raison est simple. En fait, on peut dire que c'est par magie, ces seniors ont réussi. Mais quelqu'un comme Lydia, les jeunes comme Francky, ou d'autres jeunes que je vais inviter dans le cours tout au long, c'est des étudiants avec lesquels j'ai travaillé, qui ont grandi, qui ont appris des choses, maintenant qui sont devenus mes collègues. Donc, il n'y a pas de magie, d'accord? Il n'y a pas de magie là-dedans. Il faut juste prendre son temps, il faut être patient, mais il faut lire, il faut lire, il faut lire. Demandez à Lydia. Lydia, en fait, je pose la question directement à Lydia. Lydia, est-ce que vous pouvez nous donner en fait, un chiffre quelconque? Combien d'ouvrages que tu as dû lire quand tu faisais, par exemple, ton travail de licence, ton mémoire de licence? C'est ça, il y en avait beaucoup. Je pense pas que je pourrais donner un chiffre de la quantité d'ouvrages que j'ai lus parce que là, la bibliographie, elle a fait plus de 3 pages. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, ouais. il y en avait beaucoup. Sauf que l'un de mes souvenirs, c'était le texte de Paul Ricoeur que j'ai buté, rebuté dessus. Et c'était très compliqué, très difficile, mais c'est ce qui m'avait le plus marqué. Ouais. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour le geek, écoute, moi, j'ai des collègues en fait, qui étaient à cette époque, lui dire, au doctorat avec moi et qui butaient sur le texte de Paul Ricoeur, d'accord? Mais j'ai quand même donné ce texte à mes étudiants qui sont au baccalauréat, mais en fait, en baccalauréat en psychologie, là, et puis qui essaient, pourquoi pas, de se débattre avec Ricoeur. Je pense que quand même, lui dire, tu as eu gain de cause de Ricoeur, moi, je le dirais comme ça, parce que quand même, quand on lit ton travail, de mémoire. Écoute, c'est un travail à lire à la faculté. Lydia a eu la mention excellente, d'accord? Elle a eu 90 sur 100. Donc, écoute, on ne peut pas avoir mieux que ça. C'est tellement bien fait, le travail de Lydia. Moi, je vous invite vraiment à le lire. La soutenance de Lydia aussi est publique, d'accord? En fait, on peut aller regarder la soutenance de Lydia. Mais je pense que cette semaine ou la semaine prochaine, je vais disposer cette soutenance sur ma page YouTube avec normalement l'accord de Lydia. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que en fait, Lydia, elle a lu beaucoup et elle continue de lire beaucoup. Et puis, ça ne va pas arrêter, il faut lire. Si vous voulez produire des travaux,
digne de votre nom, en fait, digne, écoute, parce que quand on devient des intellectuels, quand on dit qu'on est des intellectuels, c'est-à-dire on a fait des choix. Personne ne vous, je pense pas, moi c'était pas le cas. Personne ne m'a contraint, en fait, ne m'a poussé, ne m'a forcé à être un intellectuel. Je décide, j'ai choisi d'être un intellectuel. Donc, il faut se préparer en conséquence, il faut travailler en conséquence, il faut avoir des projets par exemple, Lydia, en fait, cet été, je pense que cet été, par exemple, Lydia sera en Angleterre. C'est en Angleterre? Aux États-Unis, C'est aux à États-Unis. Oui, Minneapolis. ouais, c'est ça. C'est aux États-Unis pour présenter ces travaux de recherche. Moi, j'y serai aussi, donc je suis aussi invité, mais c'est un congrès qui est fait pour les meilleurs chercheurs en culture populaire ou ce qu'on peut Oui, appeler musique populaire. musique populaire. Donc, moi, je suis membre du comité exécutif en fait, de l'Association internationale du Canada. Et puis, mais pour vous dire quoi, c'est qu'il y a une dynamique. Il faut vous inscrire dans cette dynamique et puis d'aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Donc, c'est un peu ça. Donc, en fait, je ne sais pas si vous avez des questions pour Lydia. J'espère que quand même, vous aurez des questions. Ça mérite d'avoir des questions. En fait, Herville, les personnes qui posent généralement des questions, est-ce que vous avez des questions pour Lydia? Daphne, Bazin, Béléus, Esther, Gabi, Jonathan, est-ce que vous avez des questions pour Lydia? En attendant, moi, je poserai une question à Lydia. Ma question à Lydia est, à partir de ce travail que tu es en train de rédiger pour l'instant sur la présence de la femme, ou du moins euh, la femme et le rap, on va le dire comme ça. En fait, qu'est-ce que tu as pu remarquer, ou du moins tu as pu découvrir, mais quelque chose à laquelle tu n'as pas pensé en amorçant la recherche, en commençant, en débutant ta recherche, tu n'avais jamais espéré avoir des données pareilles. Et puis, ces données-là, par exemple, on va dire que ce sont des données en quelque sorte, t'ont épaté, en quelque sorte. En fait, juste des données qui t'étonnent. En fait, je pense que c'est des données que j'ai pu recueillir durant mes derniers entretiens avec des rappeuses de la ville d'Écailles. J'ai eu comment je pourrais dire ça, des confidences assez sensibles sur ce que vivent réellement les femmes dans ce milieu. Ce sont des choses pas que je ne m'attendais pas vraiment, mais pas à ce niveau-là. Parce que ce sont des choses que moi, j'ai vécu. Je l'ai vécu à la faculté d'ethnologie et je l'ai vécu dans d'autres espaces. Ce sont des choses qui ont trait à la discrimination basée sur le genre et aussi sur le harcèlement sexuel dans les milieux de travail. Donc, ce sont des jeunes femmes qui se sont retrouvées dans des positions où elles ont pensé à abandonner leur carrière de rappeuse parce que les liens professionnels n'étaient pas strictement des liens professionnels, soit avec des producteurs, soit avec d'autres rappeurs qui leur ont fait des propositions très indécentes. Et il y en a même qui ont été victimes de harcèlement sexuel. Et il y a une fille qui m'a même raconté elle a failli se faire violer par un producteur. C'était vraiment quelque chose qui m'a touchée. Lorsqu'elle me racontait la scène et qu'elle revivait encore cette scène, c'était quelque chose d'assez triste.
Et de là, c'était des débuts. J'ai pu remarquer de mes recherches et là, à travers les données que j'ai recueillies, que pour être femme dans ce milieu-là et pour se dire que, bon, voilà, on a investi cet espace, on doit aussi en faire notre espace. Il faut être une femme très courageuse, il faut être une femme très forte parce que c'est difficile, c'est compliqué d'être une femme. Et le problème, toutes ces difficultés, c'est parce que ce sont des femmes. Donc, les discriminations basées sur le genre, les stéréotypes aussi de la société et le problème de harcèlement sexuel, c'est des choses récurrentes que j'ai retrouvées dans mes entretiens et c'est des choses à laquelle je m'attendais à ce qu'il y a un peu de ça. Parce que ça, on peut pas le nier que dans la société, les femmes, elles sont victimes juste parce qu'elles sont des femmes. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce niveau et que vraiment que ce soit de manière criante. Donc, c'est un peu une chose qui m'a beaucoup étonnée. OK. Mais comment tu arrives à construire, en fait, comment je peux dire ça, ton objectivité, étant donné que tu es une femme qui est sensible à la problématique de genre, tu es sensible à la question de la violence basée sur le genre, mais aussi, en fait, tu es sensible à tous les enjeux en fait, identitaires aussi, en fait, aux enjeux identitaires auxquels une femme peut faire face. Moi, je me demande comment tu t'es pris là-dedans et comment tu as pu normalement objectiver ton travail, mais aussi prendre de la distance pour construire mieux ton objet. Bon, je dirais que jusqu'à maintenant, je suis encore dans cette démarche, Oui. essayer d'être moins subjective par rapport à ça et d'être plus objective. Mais une chose qui m'aide beaucoup, ce sont les travaux des spécialistes du genre. Hein? Donc, en lisant ces travaux et en essayant de comprendre ces histoires ou cette question de genre, de discrimination basée sur le genre, essayer de le voir dans une perspective politique que que ce que l'on voit Hein? vraiment et ce que l'on peut en interpréter, mais essayer de le voir dans une approche sociologique et politique. Donc, ça m'aide beaucoup à construire mon objectivité par rapport à tout ça et essayer de comprendre que la lutte des femmes ou la lutte de classe aussi, Hein? c'est quelque chose qui a toujours existé, je dirais, et qu'il y a toujours eu des luttes pour que la femme soit à ce niveau, soit émancipée sur des domaines. Donc, l'histoire des luttes de femmes, des luttes de classe m'a beaucoup aidée à essayer d'être objective et de garder ma position de chercheur par rapport à tout ça, parce que c'est un peu difficile, parce que lorsqu'on on essaie de n'être pas trop son objet d'étude, d'être chercheur et de regarder dans une perspective beaucoup plus objective, c'est vraiment très difficile. Hein? Donc, aussi, les recherches sur la question des savoirs situés, ça m'aide beaucoup. OK. Parce que je ne me retrouve pas dans cette situation seulement face à ma sensibilité sur la question identitaire, sur la question de genre. Il y a aussi la question de la race et par rapport à tout ça. Et il y a tout ça dans mes études à l'université. Quand je dois faire un exposé, par exemple, sur la colonialité et parler de colonialisme, de colonisation, essayer de faire la différence entre tout ça. Et c'est aussi de garder ma distance, de ne pas être une femme noire qui est
qui a été, en fait, qui est originaire d'un pays qui a connu l'esclavage et jusqu'à présent qui est victime des oppressions des pays colonisateurs. Donc, le fait que j'apprends au fur et à mesure à prendre distance avec ça et avoir un discours beaucoup plus intellectuel là-dessus, ça m'aide aussi dans mes recherches personnelles à avoir une position beaucoup plus objective par rapport à tout ce que j'entends et d'être distante, pardon. Mais des fois, sans te cacher, Cindy, des fois, je me demande, en fait, en réécoutant mes entretiens, je me demande, est-ce que je ne suis pas insensible par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que j'entends? Parce que des fois, j'essaie de recadrer, mais je me dis, mais je ne peux pas m'attarder là-dessus, je dois recentrer, je dois enchaîner avec mes questions, avoir plus d'informations. Je me demande, est-ce que je ne deviens pas insensible par rapport à la douleur de l'autre personne et par rapport à ce qu'elle me raconte et en ce moment, ce qu'on appelle la réviviscence, ce que vit la personne. Parce que je me souviens, il y a une fille qui m'avait raconté une chose qui était vraiment horrible qu'elle a connue dans sa vie, mais c'était une question de mon guide d'entretien qui a suscité tout ça. Et donc, j'ai fait tout un, comment je dirais, tout un discours, je ne sais pas, et là-dessus, essayer, mais après, j'ai enchaîné avec une autre question. Et après, en réécoutant mon entretien, je me dis, mais est-ce que je n'ai pas été insensible par rapport à tout ça? Est-ce que j'ai bien fait mon travail de chercheur? Donc, c'est tout un questionnement, tout Mais oui, la recherche, et à chaque fois, on se remet en question par rapport à ça et on essaie de se voir et de comprendre sa position de chercheur par rapport à tout ce qu'on reçoit comme données sur le terrain. Ouais, écoute, Lydia, c'est des enjeux, ou du moins, c'est des problématiques auxquelles on est habitué quand on est chercheur, on se remet en question tout le temps, on avance, on a l'impression qu'on n'avance pas, on fait des choses, parfois on dit, mais on ne fait pas si bien que l'on devrait le faire. Donc ça arrive, mais je comprends. Moi, j'ai une question pour toi, c'est une question en fait, auquel je pense que c'est une question à laquelle les étudiants en fait, auraient envie d'avoir des réponses, sur laquelle les étudiants auraient envie d'avoir des réponses, c'est en fait, comment tu as fait pour approcher les femmes, ces femmes-là, par exemple, ces femmes rappeuses, pour les poser des questions, étant donné qu'on a des étudiants qui sont un peu novices, et ils aimeraient aussi savoir, en fait, c'est quoi ta démarche? Comment tu fais pour approcher les gens et puis pour les questionner? Et puis, comment ça se passe pour toi, généralement? Bon, c'est une chose très difficile, mais je ne vais pas faire croire aux étudiants que c'est une chose facile quand on rencontre les gens et qu'on leur dit, ben, j'ai un travail sur le rap et voilà, je voulais vous questionner. C'est toute une démarche et ça a commencé, je dirais, depuis mes recherches en licence. Et j'ai eu les contacts. Et je peux dire que j'ai un peu investi le milieu par rapport à tout ça. Pour mes premières recherches, j'ai lancé des avis les, sur les réseaux sociaux. J'ai fait un appel à des participants voulant se présenter à la recherche. J'ai aussi contacté des personnes que je connais qui sont dans le milieu. Par exemple, à l'université, mais le premier travail, c'était à l'université, c'était beaucoup plus facile parce qu'il y avait des étudiants qui étaient des amis à moi que je connaissais. Donc, je leur demandais de me donner un entretien, je leur présentais mon objectif de recherche et tout ce qui m'intéresse. Et ces étudiants-là aussi me mettaient en contact avec d'autres rappeurs qu'ils connaissent à l'université. C'était comme un effet boule de neige par rapport à tout ça. Et aussi, j'ai demandé à ces mêmes rappeurs et étudiants de faire circuler sur leur réseau le message que je faisais circuler sur les réseaux sociaux. Donc, c'était un peu tout ça. C'est comme, ça fonctionne un peu en réseau.
je pourrais dire. Mhm. Et de là, j'ai eu, je peux dire, un ensemble de contacts durant l'année de licence. Et j'ai parlé aussi de cette recherche que j'ai faite et d'où j'ai pu publier un article. Donc, à partir de cette recherche aussi, j'ai contacté des rappeuses. Et pour avoir contact avec ces rappeuses, je me rappelle que c'est un étudiant à la faculté Mhm. qui est artiste. Je lui ai parlé de mon avis pour cette recherche et il m'a dit, ben, je peux te mettre en contact avec des rappeuses et tout. Et là, elle a contacté une productrice de chansons rap et Mhm. la productrice lui a donné des contacts de plusieurs rappeuses et il m'a vraiment été d'une grande aide sur le terrain. Donc, c'était un peu ça. Par rapport à lui, j'ai eu le contact de ces rappeurs, j'ai pu les interroger et j'ai gardé ces contacts. Je les ai gardés. Ouais. Et là, pour continuer mes recherches aussi, il y a cet effet d'être dans le réseau, Mhm. de se connecter. Parce qu'à chaque fois que je parle de ma recherche, je pense que parler de sa recherche avec les autres, avec les gens, ça aide beaucoup. Ok, contrairement à ce qu'on, Lydia, contrairement à ce qu'on pense généralement selon notre mentalité en Haïti, c'est-à-dire quand on fait une recherche ou quand on fait quelque chose, on fait un devoir, on n'a pas envie d'en parler, donc on garde ça pour soi et puis à la fin, on a quelque chose. Donc, tu penses que c'est une bonne idée en fait, d'en parler, de parler de ces recherches, de parler de ces travaux aux autres collègues ou à des amis, c'est ça? Oui, oui, je pense que c'est une bonne idée d'en parler à d'autres amis, à des camarades de la faculté, parce que des fois, tu évolues avec une personne, tu ne sais pas ce que la personne fait comme autre activité et les autres personnes qu'il connaît dans le milieu. Moi, il y a des gens qui me contactent des fois, qui me disent, ben voilà, j'ai eu ton contact de Cindy Larose, il m'a parlé de toi et de tes recherches et j'aimerais avoir ça, avoir ça. Ben, je discute avec ces personnes-là. Cette personne s'intéresse à mathématiques. Mais en retour, cette personne peut m'aider. La personne m'aide. Mhm. Parce que je me souviens, il y a un animateur qui m'a contacté et qui voulait que je participe à une émission sur le rap et tout. Mais il a eu mon contact par Sandy Larose. Mais lui, après, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans mes recherches parce qu'il m'a donné les contacts de plusieurs rappeuses qu'aujourd'hui, avec elles, j'ai eu des entretiens et ce n'était pas trop, trop difficile. Et une fois, je me souviens, je discutais avec un ami qui n'a rien à voir avec mes recherches, rien du tout. Il est ingénieur, on se parlait des fois, il m'aide à pratiquer mon anglais et je lui ai dit, et là maintenant, je suis en train d'interroger des artistes, rappeuses. Et il m'a dit, ben tiens, j'ai mon neveu là qui connaît des rappeurs, je peux lui demander des contacts. Et il m'a donné le contact d'un rappeur. Et ce rappeur, j'ai été le voir, on a discuté et il a appelé d'autres rappeuses pour leur dire, tiens, voilà, il y a une étudiante qui fait des recherches sur le rap, tu dois lui donner un interview. Et voilà, et comment ça marche, comment ça marche. Parce que des fois, toi, en tant qu'étudiant, tu contactes la personne, mais la personne ne te connaît pas. C'est une artiste, la personne Mhm. n'a pas le temps et tout. Donc, des fois, c'est un autre rappeur du milieu. Donc, par le fait que tu connais quelqu'un et c'est un rappeur très populaire, il te dit, ben voilà, c'est son travail, ce qu'elle fait, c'est un travail intéressant. Tu peux lui accorder quelques minutes de ton temps pour un échange. Et après les échanges, les rappeuses, elles sont toujours, je dirais, satisfaites et n'ont pas de regret de m'avoir accordé de temps pour discuter de leur parcours en tant que femme dans ce milieu. Donc, ce n'est pas facile de trouver les gens, mais c'est aussi facile de les trouver. Il Ouais. suffit d'être dans le réseau. Donc, il faut discuter avec les gens de ce que vous avez envie de faire et donc, si une personne t'aide, deux personnes pourraient t'aider et d'autres personnes pourraient t'aider. Donc, peu de gens s'intéressent à la recherche. Mais également, c'est peu de gens qui s'intéressent à la recherche
des fois, ils ne sont pas disponibles. Et les gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un travail de recherche et de pouvoir accorder un interview à un étudiant ou une étudiante, c'est un collègue à eux qui va leur dire, ben tiens, son travail, c'est intéressant pour ce que nous faisons. C'est aussi bien pour nous. Donc, c'est par le biais de quelqu'un d'autre que tu vas trouver ton entretien. Donc, ce n'est pas facile, mais il faut la persévérance. Je me souviens, en décembre 2022, j'ai pleuré parce que je me suis dit, ben voilà, je n'y arriverai jamais parce que je ne trouve personne, je ne peux rien faire. J'ai pleuré, mais après, je me suis sentie satisfaite. Des fois, j'ai eu des rendez-vous avec des artistes, elles me donnent, ben voilà, je suis disponible tel jour à telle heure, et à l'heure, j'appelle, Et tu rien. personne. Donc, j'ai connu des moments très difficiles, mais on apprend. Je pense qu'une chose qui est importante, c'est d'avoir de la patience et de la détermination et aussi la passion pour ce qu'on fait. Moi, Parfait. j'ai vraiment de la passion pour mes recherches. Lydia, en fait, j'aimerais te poser une question. Quand on fait une enquête, par exemple, on essaie en fait, d'interviewer les gens. En fait, une fois que vous avez l'enregistrement, qu'est-ce qu'on fait avec? L'enregistrement, il faut faire une retranscription. Mhm. Il faut faire exactement. Est-ce que tu peux nous Il dire, faut. excusez-moi Lydia, en fait, je te coupe, désolé, est-ce que tu peux dire aux étudiants qui sont là, en fait, en première année, c'est pour la première fois qu'ils vont faire ça dans le cadre de mon cours, est-ce que tu peux leur dire en fait, en quoi consiste une retranscription? Ça veut dire quoi une retranscription? OK. De manière pratique, lorsqu'on fait un entretien avec la personne, premièrement, il faut avoir l'accord de la personne pour enregistrer cette conversation, cet échange. C'est important, il faut le mentionner et dire à la personne que, bon, voilà, il faut essayer de mettre la personne en confiance pour que la personne soit, comment je peux dire ça? Plus ouvert, par exemple, à Oui, parler. oui. Mhm. Donc, dans un cadre, il faut construire un cadre de confidentialité. Mhm. Donc, après, tu as ton enregistrement. Mhm. Donc, soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur portable, tu as ton enregistrement, tu écoutes et Mhm. tu écris, tu mets sur papier, donc une page Word, tu écris. Bon, techniquement, tu peux utiliser Mhm. les initiales de ton nom, la question que tu as posée, Mhm. initiale du nom de la personne, la réponse qu'elle a donnée. Parfait. Exactement ce qu'a dit la personne, pas une interprétation ni un résumé. Ouais, Donc, c'est reprendre pot pour pot, ça m'en dit là, ou écrire ou taper. parfait. Parfait. Donc maintenant, quand on termine, on a, par exemple, on a 5 pages Word, 10 pages Word, 15 pages Word. En fait, c'est-à-dire on a tout ça. On a le verbatim. On va le dire comme ça, on a le Oui, oui. verbatim. C'est quoi la prochaine étape pour une chercheuse? Bon, pour moi, la prochaine étape, c'est l'analyse de tout ça. Mais l'analyse, on peut faire une analyse de contenu, Oui? on peut faire aussi une analyse thématique. OK. Ce que je fais toujours, c'est une analyse thématique. OK. Comment Parce tu fais? que Comment tu fais? au départ, j'ai des thématiques qui m'intéressent. Ce que j'ai fait pour la licence et que je fais encore dans mon master, c'est qu'avec le texte que j'ai là maintenant, le verbatim, à partir des thématiques qui m'intéressent, j'essaie de voir, j'utilise des couleurs, des surligneurs dans mon texte. Par exemple, là maintenant, avec mes verbatims, j'essaie de faire des analyses sur la question sur les difficultés qu'a rencontré les femmes dans le rap. Tout ça que moun yo te dit pendant l'entretien qui a rapport ensemble avec difficulté, Mhm. moi surligné yo en vert pour tout entretien yo net. Donc, moi, relis tout ça m'te retapé que m'tap tande yo et puis me souligner tout en vert là maintenant ça c'est code couleur PAM pour m'identifier question difficulté dans rap.
Donc, c'est l'une de mes thématiques. Donc, c'est pour une analyse. Et après, j'essaie... Pour moi, essayer d'aider à comprendre ça, ça veut dire pendant que lui-même là fait retranscription, il tout profiter faire codage. Il relève ça codage. C'est-à-dire, lui essayer codifier et puis pour lui faire ressortir thème qui est plus important, et puis tout thème, ça, par exemple, il y a en couleur, c'est-à-dire, il y a en code qui c'est vert. Oui. Et puis, donc, elle va parler de questions, difficultés, s'ils font chapitre qui sont difficultés que les femmes ont rencontrées, c'est-à-dire les difficultés que rencontrent les femmes dans le rap, c'est-à-dire, elle va puiser dans tout ce qui est vert et, et faire ressortir le sens du discours de ces femmes par rapport à ces difficultés-là. C'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Et après, d'autres codes de couleur pour les autres thématiques, par exemple, et la question du pouvoir dans le discours de ces femmes, la représentation des rois de la rappeuse. Donc, à chaque thématique qui m'intéresse, que je veux souligner en rapport avec ma problématique, bien sûr, donc j'utilise un code de couleur. Ben, je connais des chercheurs et chercheuses qui utilisent des tableaux et ils placent les extraits d'entretien par rapport aux thématiques qui sont plus, qui leur intéressent le plus dans leur recherche, et ils placent les extraits d'entretien dans le tableau. Sous chaque thématique, à chaque thématique, il y a les extraits d'entretien qui sont appropriés. Donc, il y a aussi ça dans l'analyse de thématiques. OK. Maintenant, quand tu arrives à ça, par exemple, là, tu as ton tableau où tu as tes documents qui sont, pas des documents, je parle de tes données qui sont bien codifiées, tu as toutes tes thématiques. Maintenant, tu es prête à écrire. Comment commence-t-on à écrire? C'est quoi qu'on commence à faire? Qu'est-ce qu'on écrit? Et comment on fait? Comment s'y prendre? Là, est-ce que je peux expliquer ça vraiment? Oui. Parce que là, avec les données, une fois codifiées, c'est l'interprétation des données. C'est l'interprétation du discours de l'acteur, là maintenant, qu'il faut prendre en compte en rapport aux théories et en rapport à la problématique de la recherche. Si on a des hypothèses aussi, on peut aussi se calquer sur ça pour voir est-ce que notre hypothèse, elle a été infirmée ou confirmée. Ouais, okay. Et moi, j'interprète ces données. J'interprète ces données par rapport à la sociologie et j'essaie de comprendre. Mais j'écris vraiment, il faut vraiment écrire ce que l'on pense en tant que chercheur de ces choses. Par exemple, là maintenant, je peux prendre un exemple assez concret. Il y a là, je parle encore de difficultés et qui a rapport, en fait, la question durant les échanges, c'est toujours la même question, c'est comment est-ce que vous avez vécu les débuts, votre début sur la scène, premier enregistrement dans le studio, et il y a toujours ces mêmes réponses qui reviennent en récurrence. C'est bon, les débuts ont été très difficiles, je n'avais pas d'argent pour enregistrer, il y a mes parents qui ne voulaient pas que je pratique le rap, et j'ai rencontré des difficultés auprès des producteurs, ils voulaient que je donne autre chose pour m'aider. J'ai été victime de discrimination. On disait que je ne pouvais pas arriver parce que je suis une femme, c'est un milieu pour les hommes. Donc, tout ça, tous ces discours-là, ils sont en vert. Et là, j'essaie d'interpréter, de mettre des mots qui sont beaucoup plus, comment est-ce que je pourrais dire ça? Donc, qui ont rapport à mon champ d'études. Donc, le jargon intellectuel. Donc, pour interpréter tout ça. Donc, pour dire en quelque sorte, je peux faire un paragraphe qui dit que, par exemple, bon, les débuts, en fait, les femmes
beaucoup de femmes se sont intéressées au rap. Elles ont commencé soit aux côtés d'un homme ou dans un groupe de rap ou elles ont commencé en solo. Mais les débuts ont toujours été très difficiles pour ces rappeurs parce que les rappeurs, le rap de son apparition n'a pas été vu de bon oeil par les parents. Ils ne voulaient pas que leurs enfants pratiquent un art et tout ça. Et pour corroborer ce discours, une telle parle en ces termes. Et là, je prends un extrait du discours de la personne que j'ai interviewée et j'essaie de corroborer ce que je dis avec. Parfait, c'est parfait, très très bien. Donc maintenant, disons que maintenant tu as ton rapport de recherche, tu as ton rapport de recherche, tu as une conclusion de recherche. Euh, c'est comment tu fais, par exemple, pour te relire, pour prendre distance par rapport à ce que tu as écrit, parce que ce qu'on écrit, moi je dis ça, moi c'est selon mes expériences, on n'écrit jamais toujours, on n'écrit jamais, en fait, pas souvent en tout cas, les choses qu'on pense, c'est parce qu'on écrit, parfois ce qu'on écrit, c'est parce qu'on pense, et on écrit toutes sortes de bêtises qui nous viennent à l'esprit. Donc, on écrit. Maintenant, quand on essaie de purifier un peu, si vous préférez ça, ou du moins de relire le texte, c'est encore un autre exercice intellectuel très difficile. Comment toi, tu t'en es pris? Moi, je me suis relue plusieurs fois, j'ai essayé de voir, mais je me suis fait relire Très bien. par d'autres camarades Pourquoi? parce que écrire, c'est un exercice difficile. Et la deuxième chose avec l'écrire, c'est que c'est ce que tu viens de dire. On pense avoir écrit quelque chose, on peut le lire 10 fois, on voit Non, ce qu'on pense avoir écrit, mais ce n'est pas ce qui est écrit. non, non. Et aussi, il y a les fautes de syntaxe, les fautes de grammaire. Lorsqu'on écrit, c'est l'idée qu'on met sur papier. On ne pense pas vraiment à tout ça. Mhm. Donc, il y a tout ça. Et je peux vous dire aussi, dans mon mémoire, il y a Sandy, il lit tout. Il m'a beaucoup repris. Et là, maintenant, quand j'écris quelque chose, quand j'écris A, par exemple, A avec accent, j'essaie toujours de voir si c'est le bon accent. Ouais. Parce que ça m'a été beaucoup repris dans mon mémoire. Quand j'écris Port-au-Prince, par exemple, j'essaie de voir est-ce que j'ai mis les tirets entre eux. Donc, ce sont des choses qui sont Détail, ouais. minimes, mais qui sont C'est très très, très importantes. important. Très important. Moi, je dis toujours ça à mes étudiants. Je dis, écoute, en fait, ils disent, non, mais c'est des détails. Mais je dis, écoute, le diable, ça se cache dans les détails. Pour ça, Oui, on peut pas négliger les détails quand on est chercheur. C'est vrai, on n'est pas des êtres parfaits non plus. Mais on essaie d'être oui, oui. le plus possible, en fait, et perfectionner un texte parce que il y a d'autres collègues qui vont le lire. Il faut que ça soit en fait de bonne facture. Faites-vous relire par d'autres étudiants. Faites-vous relire par d'autres collègues, amis. Donc, parce que si vous êtes étudiant, si vous êtes un intellectuel ou vous voulez devenir un intellectuel, vous avez sûrement des amis comme vous, là, qui sont en deuxième, troisième, quatrième année de psychologie ou en sociologie. Donc, faites-vous relire par ces personnes-là. C'est vraiment en tout cas, je pense que c'est très, très recommandé. Bon, Lydia, maintenant, tu as ton travail. Tu as ton travail. C'est quel sentiment que tu as, bon, avant de soumettre ça à un professeur, par exemple, c'est quel sentiment, avec quel sentiment tu te lis ou tu regardes le travail, tu te dis, waouh, ça c'est moi, Lydia, quand même, qui a produit ce mémoire ou ce livre ou cet article, parce que Lydia écrit très bien. Donc, mais Lydia, ça a appris à écrire, parce que Lydia n'est pas née comme ça. Personne n'est né comme ça. C'est important. Parce qu'il y en a d'autres qui pensent qu'il y a un talent d'écriture. Non, il n'y a pas de talent d'écriture pour moi. Pour moi, c'est quelque chose qu'on apprend. Donc, il faut l'apprendre. On l'apprend, on l'apprend, on l'apprend. Et ça ne cesse jamais. Moi, je continue à apprendre à écrire. Je continue à apprendre à lire. D'accord? Je continue à apprendre à comprendre. Donc, quand tu as ton texte entre les mains, Lydia, maintenant tu as le résultat de tes recherches. Est-ce que, comment, quelle est ta position par rapport à ces résultats? Bon, en fait, lorsque j'ai mon texte, j'essaie, d'être confiante par rapport à ce que j'écris, mais je doute tout le temps.
Je doute tout le temps, mais par ailleurs, j'ai beaucoup progressé. Je sais que j'ai beaucoup progressé. Par exemple, si j'essaie de faire un retour sur mes premiers travaux, les corrections en licence, je me souviens à chaque fois que j'envoyais un texte à Cindy, je me disais, ben oui, j'ai fait quelque chose. Et après le retour, je me suis dit, mais quelle belle merde, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est tout ce que j'ai appris, c'est toutes les remarques que j'ai pu me souvenir et que à chaque fois que j'écris, je fais attention. Des fois, je peux écrire une page et après, j'efface tout et je reprends à zéro parce que je ne suis pas satisfaite de ce que je fais. Ouais. Donc, ça arrive aussi. Et après plusieurs tentatives, des fois, je passe 5 heures à la bibliothèque, je n'arrive pas à produire 2 lignes. Et des jours, je peux écrire tout un paragraphe. Donc, je progresse au fur et à mesure. J'essaie de prendre distance aussi par rapport à ce que j'écris. Je me dis, mais lorsque mon professeur, il va lire ça, est-ce qu'il va comprendre quelque chose? Et des fois, je profite quand je suis à la bibliothèque avec mes camarades de leur demander de lire et de me dire, est-ce que tu vois qu'il y a un sens dans ce que je dis? Est-ce que ça Et fait ça sens pour vous? aussi, ça m'aide beaucoup. Le fait de se faire relire, ça aide beaucoup. Mais jusqu'à présent, je peux dire que euh, avec cette méthode, le fait de prendre distance par rapport à ce que j'écris, j'ai beaucoup progressé parce que je n'écris pas pour écrire, pour dire, ben voilà, je vais écrire 10 pages. Mais j'écris pour écrire quelque chose de consistant, pour dire, ben voilà, je suis satisfaite de ce que j'écris. Et jusqu'à présent, de ma première année de master jusqu'à maintenant, mon directeur, il est toujours très satisfait de ce que j'écris. Donc, c'est Bon, parce ça. que tu as appris, parce que tu as appris à écrire. J'ai appris et il sait comment est-ce que j'écris. Il a lu mon livre et donc Il il est m'aide satisfait à avec toi. mettre sur les choses, je pense, essentielles. J'apprends d'autres choses, mais il ne m'apprend pas à écrire. Ouais. Donc, écrire, ça, c'est tout un apprentissage et jusqu'à maintenant, j'apprends encore. Donc, mais j'apprends en lisant. Donc, je lis les autres. Je lis mon entourage, je lis les travaux de Cindy, je lis les travaux d'autres amis. Je lis aussi les textes à la faculté, je lis mes profs, donc ça m'aide aussi dans l'écriture et à chaque étape, je pense que je progresse. Mais à chaque fois, j'essaie de prendre distance. Et des fois, je relis des choses que j'avais écrites par le passé, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment moi qui ai écrit ça? Je pense que c'est un signe de progrès aussi. Oui, ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, je profite pour le dire aussi en public, lui dire, parfois, en fait, il y a des étudiants, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui m'apprécient, surtout qui disent, écoute, là, je produis beaucoup, etc., mais ils ne connaissent pas le secret. Le secret, c'est que moi, je me fais lire par mes étudiants qui sont, je dirais, les meilleurs. Je me permets de le dire. Écoute, Lydia, en fait, Lydia, tout le temps, Lydia elle lit des textes pour moi. Elle me critique aussi. Écoute, en fait, on n'est pas Dieu, il n'y a pas que moi qui a pu, qui a lu les textes, qui a lu des textes pour Lydia. Oui, j'ai lu beaucoup de textes pour Lydia, mais Lydia aussi, elle peut lire pour moi, elle peut me critiquer, et ça se fait, en fait, dans les deux sens. Et c'est comme ça on peut créer une vraie communauté d'intellectuels, parce qu'un intellectuel, ce n'est pas un Dieu. C'est quelqu'un qui a des faiblesses, c'est quelqu'un qui a des choses à apprendre, c'est quelqu'un qui a des choses à partager et c'est quelqu'un qui a des choses à apprendre au monde. Donc, mais nous en fait, dans le contexte haïtien, c'est que généralement, on pense que, bah, écoute, un professeur, il n'a rien à apprendre d'un étudiant. Écoute, mais écoute, moi, j'ai eu beaucoup de critiques aussi parce que j'ai publié avec mes étudiants. Ils disent, mais pourquoi vous publiez des étudiants? En fait, on aurait pu publier avec d'autres collègues professeurs, mais comment on va faire avancer la science si les étudiants conforment et puis on croit pas en eux, en elles? Et c'est des étudiants conformes. Si j'ai pris le temps de former, lui dire, de former
Peterson, de former Ginette Francais de Sanon ou Francky, par exemple, Saint-Fleur, ou d'autres étudiants. En fait, j'ai formé beaucoup d'étudiants, une grosse génération quand même, mais tous ces étudiants-là, toutes ces étudiantes-là, par exemple, aujourd'hui, il faut qu'ils soient des interlocuteurs valables. C'est-à-dire, quand ils me parlent, quand elles me parlent, je dois sentir que, écoute, il y a de la matière. Donc, et c'est le cas, par exemple, je ne veux pas oublier Dermit Saint-Just également. C'est quelqu'un avec qui j'ai produit un texte là, sur le troisième âge, la géontologie en Haïti. Donc, mais moi, ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui pour cet après-midi, c'est qu'on peut apprendre, on a beaucoup de choses à apprendre et on a des modèles. Ne pensez pas qu'il n'y a pas des modèles. Il y a beaucoup de modèles. Voilà un modèle que je vous présente aujourd'hui, Lydia Accentus. Je vous avais présenté un modèle la semaine dernière, c'était Francky Saint-Fleur, qui est mannequin aussi, qui est un bon intellectuel, d'accord? Donc, c'est-à-dire, en fait, il faut partir de ça, de ces éléments-là. Il y a plusieurs autres, en fait, je pourrais vous présenter Lou Ben, c'est les étudiants du professeur et euh, Lydia, aide-moi, en fait, de professeur et Ah, tu peux aussi aller, oui? Lewis, par exemple, en fait, et Black, par exemple. En fait, il y a il y a une belle génération d'étudiants, d'accord, que en fait, la faculté a connu une belle génération d'étudiants maintenant qui sont un peu plus professionnels, soit au niveau de maîtrise, comme Lydia qui a fait une belle carrière dans le professorat ou comme infirmière aussi. Lydia est infirmière, ou du moins d'autres étudiants qui sont au doctorat pour l'instant. Donc, moi, j'ai mes étudiants qui sont au doctorat, donc j'en suis fier, moi, j'en suis très fier. Donc, maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions, donc j'aimerais bien entendre Je vois qu'il y a une main levée. Ouais, bien, ok, attends. Oui, allez-y. Oui. Allô? Oui, Oui, bonjour, professeur Sandy. oui, bonjour. Bien. Ok, comment ça va nous venir ou bien on va savoir que qu'on doit. Ouais, Lydia? Oui, je suis là. Oui. En Euh, fait, oui, allez, go ahead. Vas-y, bon, Lydia. j'avais quelque chose à dire sur cette affaire de sujet de recherche. Je me souviens à la faculté, les professeurs, tout le temps, méthodologie, sujet de recherche. Et ben, construisez votre sujet, il faut savoir qui, quoi, quand, comment, et patati patata pour avoir votre sujet de recherche. Mais avec Santi Larose, j'ai appris une autre chose. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment comme ça votre travail de mémoire que vous allez vraiment avoir la pratique sur la Excusez-moi. méthodologie. Là, ça va, Karen? Désolé, je me suis déconnecté involontairement à cause de l'Internet qui me fait défaut. Je suis vraiment Ah, désolé. d'accord. Donc, tu n'as pas écouté la première partie de ma réponse. Non, je n'ai pas vraiment entendu. Je me suis déconnecté involontairement. OK. Bon, pas de souci. En fait, oui, je disais qu'à la fac, les profs de méthodo, ils nous apprennent à construire un sujet en nous disant que pour construire un sujet de recherche, il faut répondre aux questions qui, quoi, où, comment et tout ça. Donc, dans mon travail, j'ai appris autrement. Le sujet de recherche, au départ, on n'a pas vraiment un sujet de recherche. Donc, un sujet, c'est quelque chose qui peut changer. Dans toutes les recherches, le sujet, le plus souvent, c'est toujours des sujets provisoires. Donc, ce qui est important, c'est la thématique de recherche. Par OK. exemple, dès le début, je savais que je m'intéressais au rap et à l'identité. Donc, je m'inquiétais un peu pour le sujet de mémoire quand je travaillais. Et Sandy, il m'a dit, ne t'inquiète pas pour le sujet. Donc, le sujet, tu peux le faire à la fin, après avoir construit ta problématique. Donc, le sujet, ça peut changer. On peut avoir un sujet provisoire pour commencer, mais l'important, c'est de savoir quelles sont les thématiques qui nous intéressent
pour ce travail et qu'est-ce qui m'intéresse dans ce travail de recherche que je veux produire. Donc, l'essentiel, ce n'est pas de construire un sujet pour dire, par exemple, et les étudiants à l'Université d'État d'Haïti, ce sera trop difficile et trop compliqué en même temps. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir une thématique ou deux et dire, ben voilà ce qui m'intéresse, voilà ce que tu peux partir de tes observations, par exemple, voilà ce que j'ai observé, voilà quel constat est-ce que j'ai fait et c'est ton questionnement qui va te conduire à produire ton objet de recherche. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette thématique-là? Qu'est-ce que je veux savoir? Qu'est-ce que je veux étudier? Donc, c'est à partir de là que tu pourras petit à petit construire ton objet de recherche. Donc, ton objet de recherche, c'est ton intérêt pour une thématique ou plusieurs thématiques. Bon, pour moi, mon point de vue, c'est ça. Je pense que Santi pourra en dire plus, mais là, mon point de vue, c'est ça. Oui, ça m'a aidé, en fait. Je peux comprendre ça, oui. Merci. Merci beaucoup, Kervin. Je pense que Lydia, tu as bien répondu là. Donc, je n'ai rien à ajouter. En fait, je suis très satisfait. Merci beaucoup, Kervin. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Yeah. Oui, sir. Oui. Oui, j'ai posé deux questions dans le chat, mais toujours pas de réponse. Non, mais on n'a pas encore vu les questions au chat, mais si tu veux, tu peux répondre. Oui, docteur, excusez-moi. Vous me permettez? Pas de problème. Vas-y. Laurent? Ok, professeur. Oui. Alors? Oui, ma question est la suivante. Oh, je vais dire que mes questions sont les suivantes. Est-ce que je pense que mes questions sont adressées directement avec Madame. Bon, Lydia, ok, Madame. Ok, d'accord. Étant donné que les recherches comportent beaucoup de possibilités pour les femmes qui voudraient s'émanciper. Donc, je voudrais savoir, est-ce que Madame Ignatius pense que, selon ses travaux, elle arrive enfin à construire son identité? Et ensuite, si oui, est-ce que l'identité qu'elle cherche à trouver chez les autres femmes arrive enfin à exprimer par rapport à cette travaux de recherche? Merci. OK, merci. En fait, je vais essayer de reformuler. Oui. Est-ce que à partir de mes recherches, j'ai arrivé à construire mon identité? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que l'identité de ces femmes m'ont permis de construire la mienne? C'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ce que j'ai compris aussi. OK. En fait, bon, l'identité, je vais reprendre Ricard. Il faut dire que l'identité, c'est quelque chose qui se construit tout au long de la vie. C'est quelque chose de dynamique. Je ne pourrais pas dire que mes recherches ont permis de construire mon identité, mais je peux dire que mes recherches ont permis en partie, ont contribué à construire la personne que je suis aujourd'hui en tant que chercheuse. Donc oui, les recherches ont beaucoup contribué à cet aspect de mon identité. Parce que si je prends l'identité comme dans un contexte multidimensionnel, donc je suis Lydia Exantus, la fille de ma mère, la fille de mon père et les sœurs de mes frères et sœurs. Je suis aussi l'amie de mes amis. Je suis Lydia Exantus qui a été cette animatrice des jeunes scouts qui m'ont vue en tant que telle.
Je suis Lydia Exantus aussi, cette étudiante donc, que les professeurs voient. Donc, en quelque sorte, et lorsque j'enseignais aussi, j'étais la Lydia Exantus qui était une enseignante. Donc, j'étais à la fois sœur, fille, camarade, amie et enseignante. Donc, et là, à partir de ces travaux de recherche, je peux dire que ces travaux ont contribué à une partie de mon identité, donc à construire la chercheuse que je suis aujourd'hui. Donc, l'identité, c'est quelque chose qui est dynamique, c'est quelque chose qui se construit tout au long de la vie. Et d'étape en étape, on se construit. Donc, la personne que j'étais il y a 10 ans, ce n'est pas la même personne que je suis aujourd'hui. Mais pourtant, je suis toujours la même. Je me vois la même personne et je ne change pas. Et quand je me regarde, je ne vois pas qu'il y a de changement. Donc, aux yeux Ipséité, de même mes et tout. parents, oui, c'est ça. Donc, je peux dire oui, ça m'a permis de progresser dans un sens ou dans un contexte bien particulier. Donc, maintenant, si je sais que, voilà, si je dis que je vais produire un texte et avancer sur des travaux de recherche, voilà, je vais me prendre de telle façon. Mais c'est quelque chose qui s'est construit au cours de la vie. Mes premières années à la faculté d'ethnologie, je n'avais pas cette aptitude d'écrire ou de dire, mais voilà, je vais orienter mes recherches, je vais adopter une approche qualitative ou quantitative et je vais me baser sur ces types de données-là, je vais utiliser cette méthode-là, je priorise cette méthode par rapport à cette méthode. Je n'avais pas toutes ces compétences, je n'avais pas toutes ces capacités, je n'avais pas non plus l'aptitude. Donc, c'est quelque chose qui s'est construit au cours de ma vie. Donc, j'ai progressé d'étape en étape. Bon, oui et non. Les recherches n'ont pas construit mon identité, mais ils ont contribué à construire la personne que je suis devenue aujourd'hui, l'individu que je suis aujourd'hui. Si quelqu'un me voit et si j'arrive quelque part, je me présente comme chercheur, je présente mes travaux de recherche, c'est quelque chose qui s'est construit de petit à petit et les recherches ont contribué à ce que je suis. Parce que si je suis invitée à des conférences, à des journées d'études, à des colloques, c'est grâce à mes recherches. Donc, ils ont contribué en quelque sorte à construire la personne que je suis aujourd'hui. Est-ce que Ok, les merci. personnes que j'ai interviewées, est-ce est-ce que leur identité à eux, je peux dire que non. Et je ne pense pas non plus que cela reflète ma personnalité. Mais je peux dire également que oui, parce que en tant qu'individu qui évolue dans une communauté, je suis impactée par cette communauté et moi aussi j'ai un impact sur la communauté. Je veux dire vice et versa. J'apporte quelque chose à la communauté et la communauté m'apporte quelque chose également. Donc, en termes d'espace de construction identitaire, les gens que je rencontre, si je les considère comme un espace de construction, comme la communauté qui m'accueille, je peux dire que bien sûr, ces personnes ont contribué à construire mon identité, tout de même que moi aussi, j'ai apporté quelque chose à ces gens-là. Donc, le fait d'échanger avec quelqu'un, on apprend de cette personne et cette personne apprend également de nous. Donc, oui et non. Donc, si je reste de la perspective de Paul Ricoeur, l'ipséité et la mêmeté pour dire que cette personne qu'on voit qui est restée la même personne, mais a évolué à des étapes de sa vie. Et c'est un peu ça. Donc, Lucas. Donc, on, Mais, Ervil, on va donner la chance à quelqu'un d'autre aussi. Ervil. oui, oui, je dois ajouter quelque chose simplement. Oui. Comment? Oui, je dois ajouter simplement quelque chose. Bon, allez, vas-y, Ervil. D'accord. Oui. Bon, en fait, merci pour la réponse. Mais la deuxième question, c'était
comment vos travaux de recherche ont influencé les autres femmes pour pouvoir mieux s'émanciper? Je ne sais pas si Lydia a entendu. Je n'ai pas entendu comment. Oui. Comment vos travaux de recherche ont influencé les autres femmes pour pouvoir mieux s'émanciper? Ah, ok. Ah, Merci, ok. Athènes. Comment est-ce que mes travaux de recherche ont aidé les femmes pour pouvoir mieux s'émanciper? Ça, je ne peux pas répondre à cette question personnellement. Lydia, Oui. excusez-moi, permets-moi de reformuler. Je dirais, par exemple, penses-tu que tes travaux de recherche peuvent participer à la construction des femmes, ou du moins peuvent aider les femmes à se subjectiver en s'inspirant de ton cheminement, par exemple, comme intellectuel? Bah, je pense que oui, Okay. que c'est possible. Tout dépend de l'objectif de la personne, parce qu'on peut pour s'inspirer d'une personne, il faut vraiment être un peu, je dirais, dans la même lignée de cette personne. Et la question d'émancipation, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très vaste. Mais moi, de ce que j'ai comme retour des personnes qui m'entourent, je sais qu'il y a des personnes qui voient en moi un modèle et qui me le disent assez souvent. Et je pense que ce que j'ai fait, mes travaux de recherche, mon parcours à l'université comme jeune universitaire et comme femme, ça a beaucoup inspiré des gens. Et les fois, je reçois les retours de ces personnes-là. Ce sont en quelque sorte des témoignages. Oui, je pense que ça peut inspirer des gens, mais tout dépend de la direction que cette personne se donne. Pour des personnes, des fois, on est totalement dans l'anonymat. Il y a des personnes qui, par exemple, dans mon ancien quartier en Haïti, les gens, ils me connaissent comme une infirmière. Je suis une infirmière. S'ils ont besoin de soins, s'ils ont besoin de conseils sur un problème de santé et tout, ils vont me consulter. Mais personne ne sait que je suis une psychologue. Personne ne sait que je suis chercheur ou que maintenant je suis intéressée aux études de genre, que je fais la sociologie. Ben, il y a des rares fois que ces personnes me voient à la télé, par exemple, quand je prends position sur des choses dans la société et en politique. Mais ces gens me voient comme ça. Mais est-ce que je peux dire que j'ai inspiré ces personnes-là pour des choses dans leur vie? Ça, je ne sais pas. Je garde distance par rapport à ça. Peut-être pas. Oui. Mais des personnes qui sont dans le milieu universitaires et qui sont dans une démarche académique et de recherche, oui, je peux dire que oui, parce que je m'appuie sur ce que j'ai comme retour de ces personnes-là. Parfait. Merci beaucoup, Lydia. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière question? Bon, apparemment, il n'y a plus de questions. Bazin, oui, Bazin? Bonsoir, Madame Lydia. Bonsoir, cher. Bonsoir, Bazin. Et donc, je vous remercie. Je vous remercie pour le coup de ce soir. C'est vraiment intéressant. Donc, et juste avant de partager mes questions avec Madame Lydia, et j'ai une requête à te faire, et c'est de reprendre pour moi la première partie du cours et concernant le devoir, les points essentiels, tout simplement. Et Bazin, sur ce, je peux dire rapidement que soit demain soir, soit samedi, mais je suis plus sûr que samedi, on va passer 1 heure de temps ensemble. Je vais prendre le temps pour vous expliquer, d'accord? Si vous avez des questions sur qu'est-ce que vous ne comprenez pas trop, donc on va vraiment rester vraiment dans le devoir, c'est-à-dire l'article scientifique que je vous demande d'écrire. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, on va se donner rendez-vous samedi, d'accord? D'accord, merci. OK. Pour Madame Lydia, donc, les thématiques qui vous ont intéressé, ce sont
l'identité, la question des femmes. Donc, par rapport à l'identité, selon vos recherches, et, et vous allez faire pour moi une comparaison entre l'identité et la personnalité. Donc, selon vos recherches, par rapport à certains psychologues, on dit que la personnalité est quelque chose de constant. Ça ne change pas. Donc, par rapport à vos recherches, quels sont les points de similitude que vous trouvez entre la personnalité et l'identité? Aussi les points de divergence ou de différence entre l'identité et la personnalité. Merci et j'ai beaucoup aimé le cours de ce soir. Merci pour la question. Non, pour moi, c'est une question qui est très difficile. Pour parler de personnalité, je me référais directement à la psychanalyse, spécifiquement Sigmund Freud, qui parle beaucoup de construction de la personnalité. Est-ce que vraiment je peux énumérer des points de similitude ou des différences entre identité et personnalité? Je ne pense pas. Et de mes souvenirs de ce qu'ont dit les psychanalystes de la question de la personnalité, ça calque un peu sur l'identité parce que la personnalité aussi, c'est quelque chose qui se construit. Donc, une personne, ce n'est pas juste le corps humain, c'est pas juste la représentation biologique dont je vois un homme, une femme, je le catégorise par rapport à son sexe, ce qu'on fait d'ailleurs chez les êtres humains. Donc, c'est une catégorisation sexuelle dès la naissance. On te catégorise, on te dit tu appartiens à telle classe ou à telle classe sexuelle. Et dès là, la socialisation se fait de manière différente si on t'identifie soit homme, soit femme. Donc, la personnalité de la personne va se construire à travers la socialisation. Et l'identité aussi, c'est quelque chose qui a rapport à la socialisation. Donc, tout ce que la personne intègre dans la société ou comment est-ce que la personne essaie de se démarquer par rapport à ce que la société lui impose comme valeur. Et comme le dit Touraine aussi, donc la construction de l'identité de la personne aussi a rapport au questionnement que cette personne se fait sur elle-même et comment est-ce qu'elle arrive à prendre distance à ce que lui impose la société. Et dès lors que la personne commence à être en opposition avec la société, à ce que lui impose la société comme norme, comme valeur. Donc là, cette personne-là commence à construire son identité. Donc, la question de la personnalité, c'est à peu près des choses qui sont similaires dans un sens que la personnalité également se construit. Mais c'est tout un processus social, comme je l'ai dit, c'est par rapport à la classe sexuelle où la personne a été catégorisée. Donc, dès ma naissance, on a décidé que j'étais femme. Donc, j'ai été socialisée à être femme. Donc, la société me dicte comment est-ce que je dois me comporter pour que je sois une femme et comment est-ce qu'un homme doit se comporter pour être un homme. Donc, c'est tout un processus de socialisation qui construit la personnalité de la personne. Et à chaque étape de la vie de la personne, il a, comme le disent les psychanalystes, des résolutions de crise parce que la personne est constamment en crise par rapport à un stade de sa vie. Donc, à chaque résolution d'une crise, donc il faut une résolution d'une crise d'une étape pour passer à l'étape suivante. Donc, une chose qui n'est pas statique et qui est dynamique et qui change à tout moment. Donc, je ne peux pas vraiment faire une liste pour énumérer et dire, bon, voilà, ça c'est l'identité et voilà, c'est la personnalité. Et l'identité également comme thématique, c'est une thématique qui est très, très, très vaste. On ne peut pas dire qu'on s'intéresse à l'identité et tout savoir sur l'identité.
Dans mes premières recherches, j'ai regardé l'identité dans une perspective psychanalytique, sociologique et aussi en psychologie sociale. Donc, c'était un peu ça. Et donc, je pense que qu'on parle de personnalité ou qu'on parle d'identité de la personne, c'est quelque chose qui se construit et cette construction se fait à travers un processus de socialisation. Je ne sais pas si... Merci beaucoup, Lydia. En fait, non, je pense que écoute, tu as bien répondu. Moi, je peux peut-être si tu souhaites ajouter juste que, en fait, je ne vais pas répéter ce que Lydia a déjà dit, elle a bien expliqué. C'est-à-dire, l'identité et la personnalité, ça se recoupe. Ça se recoupe à tel point que, par exemple, si on fait des recherches sur l'identité chez Freud, par exemple, Sigmund Freud, on verra que, par exemple, il parle de personnalité. Donc, c'est-à-dire, ce qui arrive, c'est que quand on parle de personnalité, par exemple, surtout dans la psychanalyse, on a tendance à parler d'identité, par exemple. C'est ça. Mais si on sort de la psychanalyse, par exemple, on parle de personnalité, d'accord? Moi, j'aime beaucoup sortir de la psychanalyse, même si je sais que c'est important, la psychanalyse, mais je ne sais pas, j'aime pas trop Freud. Mais écoute, moi, quand je parle de personnalité, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi je vois surtout les modes de comportement, d'accord? La pensée, la mémoire, l'intelligence, ce sont les modes de comportement distinctifs, d'accord? Et qui caractérisent un individu dans une situation donnée de sa vie, d'accord? La personne a tel type de personnalité, d'accord? C'est ça. Mais en même temps, quelqu'un peut le regarder en fait, d'un œil extérieur et la personne peut voir que on parle d'identité. C'est là pour le piège entre l'identité et la personnalité. C'est deux termes, deux concepts qui se recoupent, d'accord? Mais comme Lydia l'a déjà dit, quand on parle d'identité, on parle de ce moi qui n'est pas l'autre, c'est-à-dire opposition, pour reprendre Lydia. De nous, collectif, qui n'est pas américain, d'accord, on est haïtien, qui n'est pas français, qui n'est pas sénégalais, d'accord, en même temps qu'il est américain parce qu'on est dans le continent américain, en même temps qu'il est français parce que, c'est-à-dire qu'il est francophone parce qu'on parle français, etc. C'est-à-dire on est dans ce qu'on appelle l'opposition, la construction et la déconstruction. La déconstruction de ce qu'on n'est pas pour se construire à partir de ce qu'on est, c'est-à-dire l'identité pour soi et l'identité pour les autres. Mais la personnalité, par exemple, on va le dire comme ça, la personnalité, c'est comme un masque. D'ailleurs, personalitas, du latin, signifie masque. C'est ce masque qu'on porte pour se comporter de telle façon en présence d'une situation donnée. C'est-à-dire parce que pour les auteurs de l'Antiquité, on voyait la vie comme un théâtre. Donc, tellement vrai que, par exemple, en fait, dans le théâtre grec, par exemple, il y avait 12 traits de personnalité. Dans la psychologie, il y a 12 traits de personnalité. C'est-à-dire, pour les psychologues, c'est-à-dire quand je parle de personnalitas, de personnalité, je parle de ce qui apparaît, de ce que l'individu souhaite ou veut qui apparaît aussi. D'accord? Et pourtant, quand on parle d'identité, on parle ce qui est chez la personne, qui le distingue des autres et tout ce processus, toute cette lutte que la personne mène pour se différencier. D'accord? Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, l'identité se rapporte à l'individu, à la personne, et la personnalité se rapporte au mode de comportement que la personne présente dans une situation donnée, et les autres le jugent par rapport à ça. D'accord? Ils disent, écoute, là, ça, c'est tel type de personnalité par rapport à tel type de personnalité. C'est pour ça qu'on peut dire aussi, écoute, ces individus-là, en fait, c'est une typologie de personnalité, mais pourtant, pour l'identité, on parle d'une identité. D'accord? C'est-à-dire, quand je parle d'identité, c'est mon identité, d'accord? Mais l'identité en elle-même, quand on parle, en fait, par exemple, Lydia est psychologue, d'accord? C'est une identité, d'accord? En Haïti, quand on dit on est psychologue, d'accord? Tout le monde, on a peur de vous. Donc, Lydia est aussi infirmière, d'accord? On pense qu'il peut soigner toutes les maladies. Lydia est aussi une féministe, d'accord? Bon, on pense que par exemple, Lydia déteste les hommes. Lydia est un enfant de sa mère. Lydia est
une épouse de son mari, etc., etc. Donc, pour vous dire quoi, c'est-à-dire quand on parle d'identité, on parle d'identité multiple aussi, d'accord? Donc, c'est-à-dire comment, à partir de telles circonstances, Lydia, c'est cette Lydia qui est chercheur qui nous parle là, par exemple. Ce n'est pas l'infirmière qui nous parle, d'accord? En même temps, ça ne fait, en fait, elle ne cesse pas d'être infirmière, mais ce n'est pas l'infirmière qui nous parle présentement. Donc, sûrement, l'infirmière, ça va être plus tard quand son conjoint a un problème ou une voisine a un problème et elle va dire, écoute, non, mais écoute, il faut penser l'appeler comme ça, il faut faire ça. Ça va être cette Lydia qui est infirmière. Ce n'est pas la chercheure qui va dire, écoute, il faut utiliser telle hypothèse pour guérir telle maladie. Non. Donc, c'est-à-dire, c'est pour vous faire comprendre. Bon, en tout cas, c'était une belle question, une grosse question. Bon, je pense que ça mérite de. Donc, il faut peut-être inviter Lydia à un autre cours pour qu'elle vienne faire un exposé pour nous, peut-être, sur l'identité ou quelque chose d'autre. Mais c'est déjà l'heure, il est. Avant de terminer, professeur, je voulais vous Oui, demander. Pierre Vance. Oui, oui. Donc, en fait, pour réussir, vous avez puisé en vous, quelque part, par exemple, pour faire la récension des écrits, pas vrai? Donc, moi, j'ai l'habitude d'utiliser le moteur de recherche Google Scholar. Enfin, je peux trouver des livres aussi là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moteurs de recherche que vous connaissez? Ouais. Écoute, je peux vous donner 1 million de moteurs de recherche. Kevin, après, je partagerai avec toi plusieurs moteurs de recherche. Je les partagerai sur le groupe WhatsApp du cours. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Donc, certains, en fait, on a des restrictions par rapport à certains moteurs de recherche en Haïti, mais il y a beaucoup d'autres moteurs de recherche qui sont très efficaces sur lesquels on va trouver plein d'articles scientifiques et de livres aussi. Qui s'intéresse surtout je veux dire, aux phénomènes psychosociaux. Ouais, absolument. Absolument. Il y en a plusieurs. D'accord? D'accord. Bon, écoute, au plaisir, Kervin. Au plaisir, Kervin. Merci, Kervin, et merci à tous ceux et toutes celles qui ont posé des questions. Mais maintenant, c'est à Lydia qu'il revient l'honneur de nous placer le mot de la conclusion. D'accord? Sûrement, Lydia a je dirais pas un dernier mot, moi je dirais plutôt un mot de conclusion pour cette belle séance que Lydia nous a gratifiée ce soir. Donc, Lydia, est-ce que tu n'aurais pas, je sais pas, un mot de conclusion? Bon, j'aime pas trop les mots de la fin parce que je n'aime pas les adieux. Ouais. Ouais. J'ai été très, très ravie de participer à cette séance et de discuter. Je vous remercie pour vos questions. Et je pense que cela aussi va m'aider à avoir un autre regard sur mes travaux de recherche également, parce que c'est important de partager, d'échanger autour de ce qu'on fait. Et aussi, je vous encourage à continuer à lire et à participer à des activités scientifiques, à essayer de questionner, de comprendre, de discuter avec des personnes qui peuvent vous aider à approfondir vos connaissances sur des thématiques qui vous intéressent. Ça aussi, c'est très important. Et j'espère pouvoir avoir l'opportunité une autre fois d'être avec vous pour discuter d'une autre thématique. Je ne sais pas, ce sera quoi, si ce sera sur l'identité ou sur le genre, par exemple, ou sur la sexualité. Donc, peut-être qu'on aura l'opportunité de le faire une prochaine fois dans une autre séance. Donc, j'ai été ravie d'être avec vous ce soir ou cet après-midi, je ne sais pas trop. Ouais, Lydia, il est quelle heure pour toi là, présentement? Il est 1h. 1h du matin. Oui. Bon, c'est-à-dire c'est au prix des sacrifices que tu es là, tu es resté avec nous. Bon, on va te laisser aller faire dodo. Donc, on te remercie beaucoup, Lydia. Et puis, s'il y a un étudiant ou des groupes d'étudiants qui travaillent sur, je crois que j'avais donné ça comme
comme sujet, comme thématique. Femmes et rap, par exemple. Écoute, je vous passerai volontiers les coordonnées de Lydia pour qu'elle puisse vous aider, d'accord? Elle le fera avec plaisir, ça je le sais. Donc, si vous travaillez sur femmes et rap, en fait, dans le cadre de mon cours, de mon séminaire, donc n'hésitez pas à me contacter, à me demander les coordonnées de Lydia. Elle sera ravie de vous accompagner si vous travaillez sur rap et rap, quelque chose comme ça, rap et femmes ou je sais pas, sur le rap. Lydia sera vraiment ravie de vous aider. Donc, je vous dis merci, merci à tous et à toutes. Et puis, notre prochaine séance, ça va être pour ce samedi. Donc, n'oublie pas, on va faire peut-être 1 heure de temps. Samedi, on fera 1 heure de temps de cours sur la violence parce qu'on n'a pas encore terminé le cours qu'on avait sur la violence. Et puis, on va aussi discuter de la méthodologie, mais en particulier de la méthodologie qui porte, en fait, qui a rapport à ce que je vous donne ce que je vous donne à faire comme devoir. Donc, dites-vous que je suis là pour vous. Je suis là pour vous servir, pour vous aider à aller de l'avant et pourquoi pas, on peut arriver à construire quelque chose ensemble. Voilà l'exemple, c'est que Lydia est aujourd'hui au sommet, d'accord, dans l'école des hautes études en sciences sociales. Moi, je suis tellement content, fier, ravi pour Lydia et je suis fier d'elle. Donc, je pense que dans les jours à venir, ça va être votre tour, d'accord? Si Lydia peut le faire, vous pouvez le faire aussi. Donc, merci et puis à un autre soleil. Merci beaucoup. Au plaisir de vous avoir aujourd'hui. Bye. Au revoir. Au revoir. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne. Merci. Bye.